Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre édition. Nous débuterons ce journal avec le déplacement officiel du couple princier dans le comté du Carladès. Ensuite, nous parlerons de l'édition 2014 du concours de langue monégasque. Nous irons à la découverte du nouveau chef de gare de Monaco. Et nous terminerons avec le Théâtre des Muses qui propose Faisons un rêve de Sacha Guitry. En ouverture de ce journal, le couple princier en déplacement dans le comté du Carladès, fief des ancêtres des Grimaldi. Ce mercredi et ce jeudi, le souverain ainsi que son épouse, la princesse Charlène, ont visité plusieurs communes de la région. Christina Thomel revient sur cette première journée. Un déplacement empreint d'attachement et de souvenirs car durant 2 jours, le prince souverain accompagné de son épouse, la princesse Charlène, a visité des territoires qui furent jadis monégasques. En plus des titres de duc de Valentinois et de marquis des Baux, le prince Albert porte également comme héritage de l'histoire le titre de comte de Carladès. Mercredi, dans la matinée, le couple princier fut accueilli à Aurillac par le président du Conseil général du Cantal pour débuter sa visite par l'inauguration de l'exposition D'un rocher à l'autre, Monaco-Carladès, 4 siècles d'histoire commune. Une exposition qui durera 1 mois et qui est présentée dans l'atrium de l'hôtel du département. Les gens savent que le comté de Carladès a appartenu aux Grimaldi, mais les circonstances de cette acquisition sont parfois floues et je pense qu'il était important de revenir sur cette histoire et d'expliquer clairement pourquoi les Grimaldi avaient acquis ce rocher, pourquoi le roi Louis XIII leur avait donné le rocher, mais également tout l'ensemble du Carladès et pourquoi la Révolution ce comté a été confisqué et comment les liens se sont recréés par la suite. En début d'après-midi, le souverain a marché dans les pas de ses ancêtres puisqu'il s'est rendu à Vic-sur-Serre où il a été accueilli très chaleureusement par le maire et les villageois. Sur place, le souverain a visité la Maison des Princes de Monaco où séjourna jadis, en 1668 plus précisément, le prince Louis Ier. À l'issue de cette visite, le prince Albert s'est ensuite rendu à Mur-de-Barrez, dans le département de l'Aveyron, où là aussi les enfants et les habitants ont reçu le souverain avec enthousiasme et affection. La principauté, ou du moins le premier de nos souverains monégasques, qui était Honoré II de Grimaldi, a reçu ce petit État donc, qui était le Carladès, qui était en guerre permanente, où nous étions dans des baronnies, destruction permanente, je veux dire, des antagonismes, etc., 2 forteresses rasées. Et les souverains monégasques nous ont appris comment, en fin de compte, on pouvait vivre sans guerroyer. À Mur-de-Barrez, le souverain a dévoilé une plaque en mémoire de sa venue et a inauguré dans la tour de Monaco l'exposition sur les comtes de Carladès. Après avoir signé le livre d'or de la commune, le prince Albert a visité l'église Saint-Thomas de Canterbury. La venue du prince souverain, un moment qui était très attendu par l'ensemble de la population. Ce qui me paraît fantastique, c'est qu'avec son Altesse, nous avons eu vraiment l'impression d'une accointance et de se connaître alors qu'on ne s'était jamais vu. Et vraiment, il a l'art de mettre vraiment son interlocuteur en situation et en sympathie immédiatement. Et voilà. En plus, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 petits moments d'émotion. Donc un petit peu, je vous disais tout à l'heure, comme s'il y avait vraiment des retrouvailles. Et ça c'était fabuleux, quoi. Fabuleux. Et puis le peuple qui avait vraiment... c'était vraiment de la liesse ce que nous avons vécu. C'est-à-dire une joie culturelle. Jeudi, le couple princier s'est ensuite rendu à Carlat, puis à Alviné, mais nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Retour en principauté avec l'édition 2014 du concours de langue monégasque. Une partie des élèves a passé les épreuves écrites à l'espace Léo Ferré ce mardi. Les détails dans ce reportage. Ils étaient près de 1400 élèves à participer au concours de langue monégasque. Comme chaque année, la mairie, en partenariat avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, organise ces épreuves.
C'est à la demande du prince Régnier III que ce concours a vu le jour il y a plus de 30 ans. Si le monégasque est un dialecte régional ligure, il n'en demeure pas moins une langue comme les autres. La langue, c'est le reflet de l'identité d'un peuple. Donc forcément, à travers la langue que l'on enseigne, c'est aussi la culture, ce que l'on est, la manière de penser d'un peuple. Donc c'est très important. Évidemment, on apprend beaucoup d'autres langues. Et ce qui autrefois n'était utile qu'à un petit peuple, aujourd'hui à l'international évidemment. Mais c'est important, je pense, parce que ça permet aux enfants de savoir ce qu'ils sont, d'où ils viennent. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, dans la mondialisation, c'est peut-être important de savoir ce que l'on est. Une dizaine de professeurs de monégasque dispensent chaque jour des cours dans les différents établissements de la principauté. Afin de récompenser le travail des élèves tout au long de l'année, les écoliers, collégiens et lycéens ont passé les épreuves écrites pour tenter d'accéder aux oraux. Seuls 10% seront invités à participer à la dernière étape de sélection. De la CM2 à la terminale, l'apprentissage de la langue monégasque est un vrai succès dans le monde scolaire. C'est un peu les traditions, c'est dans la famille, je suis monégasque, donc depuis que je suis toute petite, depuis la 9e que j'ai commencé, voilà, ça me tient à cœur ce concours parce qu'après, en général, quand on obtient des bons résultats, on va à la mairie, on passe l'oral et puis après, l'ambiance, après quand on est là-bas, c'est chouette. Et après, on est 2-3 filles à se connaître depuis la 9e et à toujours faire ce concours, à toujours être sélectionnées pour l'oral. Et donc, du coup, j'aime bien l'ambiance et c'est pour ça que je continue monégasque et c'est pour ça que je vais continuer jusqu'au terminal. Les meilleurs candidats seront donc récompensés à l'occasion de la traditionnelle remise des prix qui se déroulera le lundi 23 juin à la mairie de Monaco. Partons à présent à la découverte du nouveau chef de gare de Monaco. Il s'appelle Jean-Eudes Lhuillier et a pris ses fonctions il y a quelques mois à la place de Guy Pujalté. Voici son portrait, il est signé Frédéric Hélion. La gare de Monaco, c'est 6 millions de passagers. En 2014, une centaine de trains qui s'arrêtent au bord des quais de la Principauté chaque jour et beaucoup plus lors des grands événements comme les Masters de tennis ou le Grand Prix de Formule 1. Pour gérer tout cela, il y a un homme, Jean-Eudes Lhuillier, le nouveau chef de gare de Monaco. Cet ingénieur de formation, originaire de la région lyonnaise, passé par Polytechnique à Paris, est entré à la SNCF il y a 1 an et demi et succède à Guy Pujalté à la tête de la gare de Monaco. Un beau défi pour ce jeune homme de 26 ans qui a pris ses fonctions le 1er février. Je gère les agents qui sont présents dans la gare, donc j'en ai une quinzaine. Voilà, donc tout ce qui est problématique de relations humaines et de management. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être la gestion du bâtiment d'un point de vue technique. Alors, il faut assurer la maintenance des quelques 300 équipements que nous avons en gare afin que les clients trouvent en permanence une gare fonctionnelle. Je suis l'interlocuteur officiel de l'entreprise auprès du gouvernement. Et donc, à ce titre, je suis invité régulièrement à toutes les commissions, à tout ce qui est en rapport avec l'événementiel à Monaco, puisque nous nous retrouvons très vite au cœur de ces événements, puisque finalement, le train reste une des principales portes d'accès à la principauté. Gérer une gare, c'est aussi s'occuper de l'entretien des installations. Ascenseurs, escalators, gérer des problèmes comme une éventuelle chute de rocher sur la voie ferrée. Chef de gare, c'est un métier à multiples facettes et où l'on ne s'ennuie jamais. Quand j'arrive le matin, il y a la fameuse heure de pointe du matin. Alors en général, je jette un œil sur comment ça se passe ou comment ça s'est passé, suivant à quelle heure j'arrive, si j'ai eu des rendez-vous avant, après, etc. Et ensuite, on va plus être sur la période 10h-16h où les touristes vont commencer à arriver. Donc pareil, il faut qu'on anticipe les bateaux de croisière, les groupes qui vont arriver. C'est l'heure aussi où les entreprises de maintenance commencent en général à travailler. Et ensuite, quand on arrive vers 16h30, 17h, là, c'est l'heure de pointe du soir qui commence. La vie en gare dure 24 heures. Après le retour des pendulaires, une autre phase débute, celle des opérations de maintenance de nuit sur la voie ou sur les caténaires. Prochain gros défi pour Jean-Eudes Lhuillier, le Grand Prix de Monaco où il faudra gérer un flux de passagers beaucoup plus important. Une idée de sortie à présent, le Théâtre des Muses vous donne rendez-vous vendredi et samedi à 21h pour découvrir ou redécouvrir une comédie romantique. Il s'agit de Faisons un rêve de Sacha Guitry. Cyrielle Daguenot vous en dit plus. C'est un trio qui fait trembler les planches du Théâtre des Muses. Anthea Sogno, Christophe Demareuil et Didier Constant interprètent l'une des plus célèbres pièces de Sacha Guitry,
Faisons un rêve, c'est une comédie romantique qui se joue à 3. Elle explore la mécanique du désir, réservant bien des surprises au public. Nom de Dieu, nom de Dieu! Savez-vous combien de temps dure l'amour à 2? Le temps de compter jusqu'à 3. Voilà, c'est toute l'histoire de Faisons un rêve. Et puis ce serait trop dommage de vous la raconter, parce que j'espère bien que toute la principauté va venir voir le spectacle. Non, c'est la plus belle pièce de Sacha Guitry, en tout cas la plus connue, puisque le génie de Sacha Guitry est immense. Et dans cette pièce-là, avec des moyens extrêmement simples, puisqu'il n'y a véritablement que 3 acteurs, il n'y a pas de changement de décor, il y a des mots très simples et une situation qui se répète assez souvent finalement. Là, son génie éclate vraiment. On s'aperçoit qu'on est vraiment en face du Molière de notre siècle. Oui, mais si en plus il était exact, il serait parfait. Oh, est-ce que tu peux être turbulent, mon Dieu? Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire d'attendre 5 ou 6 minutes? J'aime chacune de ses paroles, j'aime tous ses points de vue, j'aime son humour. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est misogyne, et pour moi, c'est faux. C'est un grand amoureux de la femme. D'ailleurs, j'ai toujours dit, si je rencontre un misogyne comme lui, je l'épouse tout de suite. Écrite en 1916, cette pièce est un monument du répertoire français. Et c'est parce qu'elle est intemporelle qu'Antea Sonio a fait le choix de ne pas la réactualiser. L'univers et le décor des années 30 sont donc préservés, et le tout n'a pas pris une ride. Christophe de Mareuil et Didier Constant dans les rôles respectifs de l'amant et du mari sont bluffants. Alors Christophe et Didier sont vraiment des camarades de très longue date. Et c'est un véritable bonheur de les retrouver. C'est la fête, mais c'est la grande fête dans mon cœur, là. C'est le champagne qui se déverse à flot. Et effectivement, cette fête, on la partage avec le public. On a joué la pièce là pendant 1 mois à Genève, dans un magnifique petit théâtre du Crève-Cœur. Et le succès a été tel qu'on devait jouer 20 fois et que très vite on a dû rajouter des représentations. Et donc on l'a joué 24 fois à guichet fermé, en refusant du monde, on ne savait plus où mettre les spectateurs. Même le dernier jour, il y en avait qui étaient dans la régie avec le régisseur, tellement les gens disaient non, on veut le voir, on veut le voir. Fort du succès de la pièce, le Théâtre des Muses fait salle comble. Pour réserver vos places et connaître les horaires exacts, rendez-vous sur le site internet du Théâtre des Muses. Le trio de Faisons un rêve reviendra également cet été, le 15, 16 et 17 mai. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons aux prévisions météo. Vendredi, belle journée en perspective avec des températures allant de 15 à 21 degrés. Samedi, peu de changements avec un thermomètre identique à la veille. Dimanche, c'est une fin de semaine toujours agréable malgré quelques nuages et un mercure légèrement en baisse. Et enfin lundi, un temps un peu plus voilé avec une maximale de 20 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine Asphalte, suivi de votre agenda culturel présenté par Sandrine Nègre. À très bientôt sur Monaco Info.